Bonjour à tous, c'est Mélie sans vélo, on se retrouve pour une nouvelle présentation et on va reprendre là où on s'en est arrêté, c'est-à-dire avec ma dernière lecture du mois de décembre. C'est un essai et il s'agit des Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. J'en avais entendu beaucoup de bien à sa sortie, je suis très contente de me l'être procuré. C'est un essai. Je précise en grand, c'est un essai. Petite pensée pour Mélo qui n'apprécie pas beaucoup les essais, que j'ai trouvé très intéressant. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai pas adhéré à la plume. Voilà, j'ai pas adhéré à la façon dont l'autrice, la journaliste Titiou Lecoq, prend les choses. Enfin voilà, il s'est passé un truc, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose d'un peu trop familier, d'un peu trop provocateur, quelque chose qui moi, personnellement, ne m'allait pas. C'est un essai qui se divise en 17 chapitres qui vont suivre une grosse période historique à chaque fois et la place des femmes dans cette période historique, notamment des faits, enfin des femmes qui ont été oubliées et des faits qui ont été, on va dire, transformés, adaptés. Donc on commence avec la femme préhistorique a-t-elle existé? On parle du néolithique, des guerrières de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des bâtisseuses de cathédrales, de la chasse aux sorcières, du mot autrice et de l'oubli d'une profession, des savantes pendant les Lumières, les révolutionnaires, les vêtements, le 18e, le 19e, le 20e siècle, la Seconde Guerre mondiale et les droits de l'après-guerre. Ça va vraiment être une reprise de l'histoire avec un axe sur ce qui a été oublié, ce qui a été effacé. Voilà, je reprends deux mots du titre, hein, au sujet des femmes dans l'histoire. Donc, mis à part ce côté un peu brusque et provocateur de la plume qui, à mon sens, n'est pas forcément utile, voilà, j'aime pas ça parce que moi, quand je lis ce genre d'essai, c'est pas pour avoir un... C'est pas pour être... pour avoir une violence ou une haine envers l'homme masculin qui a effacé effectivement les femmes de l'histoire. Non, je le lis pour apprendre, je le lis pour me construire un autre point de vue, et donc du coup je pense qu'on n'a pas besoin d'être aussi virulent. Mais c'est peut-être facile pour moi de dire ça alors que je suis pas tous les jours confrontée au problème du sexisme. Heureusement j'ai cette chance là, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes et encore moins de celles qui font ce type de recherche. Donc je vous recommande ce livre que j'ai trouvé, tout comme Sorcière, très... Alors je l'ai trouvé plus abordable que Sorcière pour le coup, que je trouvais déjà très abordable, de Mona Chollet. Mais voilà, que j'ai trouvé plus ancré, enfin... Comment dire, c'est plus ancré dans des choses que l'on connaît. Voilà, il y a plein de liens avec l'histoire telle qu'on la connaît, telle qu'on nous l'a apprise. Ce qui est moins le cas avec le livre de Mona Chollet qui reprend beaucoup d'éléments peut-être un peu plus... peut-être un peu moins facile à prendre en main, comme je sais pas, moi je pense à la partie sur le marketing autour de la sacrée... du féminin sacré, voilà, entre autres. Bref, voilà, donc bonne lecture, même si le ton du livre m'a un petit peu déplu. Ça reste intéressant et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai d'ailleurs un autre livre de Titiou Lecoq qu'il faudra que je sorte incessamment sous peu. Je dis ça pour tous les livres qui sont dans ma palle. Ma lecture suivante, c'est le tome 3 de Un petit goût de noisette. Le tome 3, c'est Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolat amer. J'ai adoré ce tome 3. Voilà, je l'ai trouvé... Je crois que c'est le dernier, il n'y aura pas de suite. J'ai adoré cette trilogie, déjà. On va commencer par là. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Alors, je dirais que mon préféré, c'est le 1, pour l'aspect, pour le concept. Ensuite, le 3 et après le 2. Voilà, pour ceux qui ont peut-être moins aimé le dernier. On retrouve la colorisation que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui fait toute l'âme de cette BD, à savoir que pour chacun des personnages on va avoir, donc c'est comme des petites nouvelles qui sont toutes entrecoupées, entrecroisées, on va avoir une couleur dominante dans les planches qui les rendent reconnaissables.
voilà. Ce que j'ai bien aimé dans celui-là en particulier, c'est que on va rencontrer, ce qui n'était pas le cas avant d'ailleurs, plus de couples. Alors on avait déjà eu, il me semble, un couple homosexuel féminin dans le premier. Là on a un couple, enfin en tout cas un amour homosexuel masculin. Et il me semble que ça pour le coup on l'avait pas vu dans le tome précédent, c'est un couple de personnes âgées. Et j'ai beaucoup aimé voir que voilà, la vie ne s'arrête pas en fait, hein. On continue, on peut aimer à nouveau, même des années après un décès ou... Voilà, la vie ne s'arrête pas. Et puis il y a des planches plus colorées. Pour moi, l'histoire qui m'a... Enfin, je pense que c'est l'histoire un peu fil rouge d'ailleurs, puisque c'est celle avec laquelle on commence le tome 1 et celle avec laquelle presque on termine. Oui, on termine presque. C'est l'histoire de Gaëtan et Éléonore, il me semble. D'ailleurs, c'est de eux que vient le titre voilà, d'un petit goût de noisette. Et bah voilà, j'ai trouvé, enfin moi c'est ceux auxquels je me suis le plus attachée et qui m'ont le plus touchée. Donc voilà, très très belle découverte que cette BD, je suis ravie de les avoir. Et voilà, et je vois que ma batterie clignote en rouge, c'est génial. Je me suis acheté le tome 4 de l'Éden des sorcières, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes sagas, puisque je pensais être à jour et en fait celui-ci était sorti mais il n'avait pas été mis en avant. Il faut dire que la couverture je la trouve extrêmement moche par rapport aux autres, mais c'est pas grave parce que ce n'est pas pour la couverture que j'achète ces mangas mais bien pour le contenu. Voilà, je trouve les dessins toujours aussi beaux. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, vraiment il m'a beaucoup plu par rapport notamment, je crois c'est le troisième où j'avais un peu décroché. Le quatrième m'a beaucoup plu, voilà. Donc on va continuer à suivre notre petite Pili qui a réussi à s'échapper, à ses ennemis et qui est tombée sur l'ancienne un ancien sanctuaire de sorcières où elle va rencontrer un vieux guerrier, voilà, qui va l'aider dans sa quête. Ouais, la fin est chouette et en plus elle donne envie de lire la suite. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais vous en dire parce que faudrait pas vous gâcher la lecture, mais c'est un manga que je vais continuer. Ensuite, à chaque fois que je vous parle de l'Éden des sorcières, je vous parle de l'enfant et le maudit, hein, voilà. Et à chaque fois je vous dis ah oui, il faudrait que j'achète la suite, je sais jamais où je m'en suis arrêtée. Réponse, je m'étais arrêtée au tome 1, je n'avais ni lu ni acheté la suite. Il y a 11 tomes, c'est une saga qui est terminée et donc je me suis procuré le tome 2 et le tome 3. Alors les dessins sont assez particuliers, c'est pas une nouvelle saga, hein, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Shiva, qui est abandonnée par sa tante dans une maison à la lisière de sa ville je crois, et elle va être recueillie par un être de l'extérieur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui se présente, enfin qu'elle appelle elle en tant que petite fille, donc c'est elle, hein, qu'elle appelle le professeur. Il y a lui de son côté, on sent bien qu'il s'attache à cette petite fille. On a un peu de mal à comprendre qui il est, d'où il vient, et c'est surtout le tome 3 il me semble, hein, qui va répondre à cette question. Non, quoique le tome 2 apporte aussi pas mal de réponses, mais ça reste flou, ça reste vague. Donc voilà, on sent la relation qui se tisse entre la petite fille et le professeur, même s'il y a bien sûr une règle qui ne doit surtout pas être outrepassée, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils se touchent, voilà, parce que sinon elle serait maudite. Je vais pas vous en dire plus, mais je suis ravie d'avoir retrouvé ces dessins, alors qu'ils sont c'est quelque chose de très sombre, hein, et puis cette petite fille, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très touchant comme histoire et j'ai hâte de lire la suite. Donc c'est une saga que je finirai, et il faut aussi que je m'attaque à la suite de Beyond the Clouds, j'ai vu que le tome 5 sortait. Et enfin, déjà non, ben non, j'ai 2 livres de plus à vous présenter et je doute, franchement j'ai un doute sur la tenue de ma batterie. On va commencer par Sharakai, donc les 12 rois de Sharakai, le tome 1. Et alors là,
je me suis fait plaisir dans les notes. C'est assez rare, vous savez, enfin de plus en plus que je prenne des notes comme ça. En tout cas quand c'est une bonne lecture, j'ai tendance à pas en prendre, ce qui est une erreur. Mais là j'en ai pris plein, ce qui est assez, enfin vous voyez rien, mais bon, ce qui est assez significatif, sans compter que j'ai pris aussi des notes vocales, parce que j'en pouvais plus. Voilà, tout simplement. Donc, première chose à savoir, je vous en ai parlé en vlog, j'ai lu Les 12 rois de Characaille en audio et j'ai détesté la voix de la narratrice. C'est un miracle que je sois arrivée jusqu'au bout, parce qu'honnêtement, c'est une voix qui ne me correspond pas du tout, qui ne m'a pas du tout plu. J'ai trouvé ces changements de voix et d'intonation pour les dialogues extrêmement ratés. S'il n'y avait que ça. Disons que ça avait plutôt bien commencé parce que j'ai trouvé l'univers très sympa. J'ai trouvé l'univers, donc on est sur un univers oriental très sympa. Je vais pas vous dire original parce que voilà, on lit de plus en plus de romans dans les univers orientaux, mais voilà, le cadre est posé, il est bien posé. On est sur une cité dirigée par 12 rois qui règnent depuis leur petite colline qui s'appelle Toriat, qui est ceinturée par des murailles protégées du reste de la ville. Et ils sont protégés par l'élite qui sont les vierges du sabre. Voilà, c'est ça. Et donc dans tout ça, nous on va suivre Cheda, une jeune femme, en tout cas dans le présent, et on va suivre un petit peu son passé quand sa mère était encore vivante, les souvenirs qu'elle en a, donc qui est orpheline, qui vit avec son meilleur ami d'enfance, qui s'appelle Emre, et donc elle a une double vie en fait, puisque elle enseigne le sabre à des jeunes filles de haute naissance, si j'ai bien compris. Plus elle se bat dans les arènes pour gagner sa vie, plus à côté elle mène des furtifs, c'est-à-dire que la nuit elle transvase des colis entre plusieurs personnes, enfin voilà. Que dire à part que le fil directeur de ce roman est extrêmement simple puisqu'il est aussi extrêmement répétitif. Cheda veut venger la mort de sa mère. Voilà, point. Cheda veut tuer les 12 rois et c'est tellement répété que ça en devient lassant. Je vous ai déjà parlé de l'univers qui pour le coup j'ai trouvé assez bien posé. Il y a des descriptions de vêtements, assez peu de descriptions architecturales mais pourquoi pas. On a des descriptions de potions, on a des descriptions des combats au sabre, on a voilà, plein de choses qui rendent le truc assez sympa, des descriptions de paysages aussi, beaucoup du désert, de la ville de Characaille, vu du haut, hein, pas en détail, des marchés. Franchement j'ai bien aimé l'ambiance et c'est à peu près tout quand on y repense. Je sais même pas par où commencer dans le côté un peu négatif, du coup je vais reprendre mes notes. Il y a un truc qui est revenu assez souvent, au début je le notais pas mais je l'ai noté sur la fin, c'est une tendance à utiliser des... comment dire, c'est pas des anachronismes mais c'est utiliser des mots de notre monde à nous pour décrire des objets de son monde à elle, ou alors des choses qui sont pas du tout adaptées. Je sais que c'est peut-être une figure de style ou un truc qui a un nom mais que j'ai complètement oublié. Notamment elle parle du ronronnement des scies. Genre les scies qui ronronnent, généralement c'est des scies électriques, ou alors c'est moi qui me plante dans la compréhension de la description, mais elle utilise la comparaison avec un ski. Voilà, alors que par contre elle parle pas de skateboard, alors que très clairement elle a un truc qui ressemble à un skateboard mais qui s'appelle pas comme ça. C'est une jeune fille qui n'a jamais vu la mer mais qui réussit quand même à décrire quelque chose en disant que ça ressemble à la mer, et c'est pas, en fait c'est pas dit, enfin ça ressemble à la mer telle qu'elle s'imagine ou un truc comme ça, non, c'est vraiment dit bah, ça ressemble à la mer. Il y a plein d'incohérences, du coup je sais même pas trop par où commencer pour tout vous dire. C'est surtout vers la fin que j'ai commencé à, je pense, à saturer et à écrire énormément de choses. Du coup je vais pas vous décrire toutes les incohérences par le menu, mais par exemple il y a des épisodes qui sont racontés par deux personnages différents, donc là je pense à un flashback vu par un personnage et vu par une autre personnage, et en fait ça colle pas. Il y a des petits soucis dans la description, donc après ça c'est peut-être un problème de traduction, mais parfois on parle d'une jeune femme, parfois on parle d'une jeune fille,
pas tout à fait la même chose. Du coup je serais incapable de vous dire quel est l'âge de ce personnage, hein. Je parle pas du personnage principal de Cheda mais vraiment d'un autre personnage qui a une voix de vieille femme en plus, qui est décrite comme malade, laide et tout, et puis parfois on parle d'elle comme une jeune fille, c'est assez incompréhensible. Il y a des points sur lesquels il n'y a pas d'explication par rapport au fond même de l'histoire. Donc on parle d'une 13e tribu, mais on ne sait pas trop comment c'est possible qu'il y ait des descendants à cette tribu, parce que normalement ils ont tous été exterminés. C'est pas expliqué, il n'y a même pas une petite piste d'explication. Ensuite il y a un truc qui m'a profondément dérangée parce que j'ai juste pas compris. Cheda, si vous voulez, sa quête pour tuer les 12 rois doit passer par le fait de rassembler 12 poèmes. Elle en a rassemblé, enfin sa mère en a rassemblé 4 avant elle, et en gros si j'ai bien... Au début de l'histoire on nous dit ben ça sert à rien d'aller tuer les rois tant qu'on n'a pas rassemblé les 12 poèmes. Et voilà, il va se passer des trucs dans le récit qui sont, je dirais, en contradiction avec ça. Voilà. J'ai trouvé le dénouement final assez naze, les scènes de la fin assez nulles, tant les descriptions de combat que les moyens utilisés, que voilà, la réflexion du personnage pour en arriver là, c'était nul. Mais en fait je pense que voilà, le truc qui m'a vraiment dérangé, et ça c'est dans la façon dont c'est écrit je pense, ou traduit, mais je pense que c'est vraiment l'écriture, c'est que Cheda va systématiquement faire des déductions sur des hypothèses. Jusque là on est bon. Sauf qu'en fait, elle part du principe que ces hypothèses sont justes en fait, et que du coup la déduction qu'elle fait est la seule possible. Ah oui, je pense que ça c'est... je vous en ai peut-être parlé en vlog de celle-ci tellement je trouvais ça ouf quand même. On a un roi A, un roi B, tous les rois ont des pouvoirs différents. Le roi B il a le pouvoir de choisir des gens qui seront sacrifiés sur des nuits saintes ou quoi. Donc on a Cheda qui traîne dans une rue comme ça au hasard, et elle se rend compte que le roi A va rendre visite dans une maison, dans un quartier où un roi n'a visiblement rien à faire. Donc elle en déduit qu'il a une maîtresse, pourquoi pas sur ce coup là. Elle retourne dans la rue, la même rue un autre jour, et elle voit le roi B qui marque la porte. Ce qui veut dire que la personne qui sera dans cette maison va être sacrifiée. Et en fait, la déduction immédiate de Cheda c'est de dire ah bah le roi B il a fait ça dans le dos du roi A. C'est immédiat, c'est 0 plus 0 égale 0, c'est simple. Mais en fait je suis pas du tout d'accord. Ça aurait pu être très bien le roi A qui demande au roi B de le faire. Ça aurait pu être pour plein de raisons qui auraient été beaucoup plus logiques que celle-ci. Mais elle part du principe que les rois se font des petits coups dans le dos, alors que bien sûr elle ne les connaît pas. Elle ne connaît ni leurs éditions, enfin rien. Voilà, donc c'est complètement gratuit. C'est juste pour vous donner un exemple, parce que des trucs comme ça, il y en a plein. Je relève aussi les dialogues. Je vous en ai parlé en vlog, donc peut-être là je recommence à m'énerver, mais les dialogues sont nuls. Mais nuls. Ils sont d'une facilité, ils sont extrêmement simples. C'est extrêmement perturbant parce que depuis que j'ai déménagé, je suis au rez-de-chaussée. Et qui dit que je suis au rez-de-chaussée dit qu'il y a des gens qui passent. Et donc là, je vais aller vite fait fermer les volets. Voilà, c'était un petit peu perturbant les gens qui regardent. Bref. Je sais plus, j'étais en train de m'échauffer. Je vous ai donné des exemples de dialogues qui selon moi n'avaient aucun sens. Voilà, des risques d'espionnage, mais des gens qui se parlent carte sur table alors qu'ils se connaissent pas, ils se sont jamais parlé, alors qu'ils parlent quand même de complots qui pourraient les conduire à la torture et à la mort quand même. Mais pareil, ils partent du principe qu'ils sont du même côté, enfin... Voilà, ça l'a pas fait pour moi. C'est un peu mon opinion impopulaire hein, parce que très clairement c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle. Pour ma part je ne continuerai pas, même si le narrateur du deuxième tome n'est pas la même que pour le tome 1. Mais c'est une femme, je pense que j'ai peut-être plus de mal avec les voix de femmes, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est un roman qui ne m'a pas du tout plu et je sais que je ne suis pas la seule puisque... J'ai un gros trou de mémoire, mais j'ai vu passer un commentaire auquel j'ai pas encore répondu, peut-être sous mon dernier vlog d'ailleurs, de quelqu'un qui me disait que elle aussi, elle ou lui d'ailleurs, je suis désolée, c'était un livre qu'elle n'avait pas aimé parce que c'était mal écrit, et je le rejoins tout à fait, c'est mal écrit.
De mon point de vue en tout cas, c'est pas une qualité qui me va, qui me convient. Et c'est dommage parce que à côté de ça, je trouve la partie mythologique assez sympa, même s'il y a plein de choses qui sont encore assez floues et pas très claires et d'autres trucs qui sont tirés par les cheveux. J'ai trouvé vraiment le cadre très sympa et ça m'a beaucoup plu. Malheureusement ça ne suffit pas à faire un bon livre et là on le voit bien. Voilà, j'ai fait le tour des romans que je voulais vous présenter, ou pas. En vrai il m'en reste un, mais comme j'ai ma batterie qui clignote très fort et que Mélo va peut-être le lire, on va peut-être vous en faire une comparaison. Il s'agit du Cercle des Veilleurs, donc le tome 1 de Sarah Andress dans la Cité électrique que j'ai lu pour le PLIB. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais attendre de voir si Mélo souhaite qu'on en fasse une comparaison. Et puis sinon ce sera dans un prochain point lecture, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour échanger notamment sur Sharakai, super important. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.